passion de la performance. Elf, la passion a toujours raison. Renault, à chaque victoire, nous construisons l'avenir. Bonsoir, si vous nous rejoignez avant de parler Formule 1, je voudrais vous préciser qu'à la fin de cette émission, nous ferons le point sur le Vendée Globe avec Rémi Pelletier. Le 14 mars, à Kyalami, ce sera le premier Grand Prix de Formule 1 en Afrique du Sud, donc, et plusieurs points d'interrogation demeurent en ce qui concerne les pilotes, les écuries et même les Grands Prix, Catherine Pic, car pour le moment, à ce jour, le Grand Prix de France n'est pas très certain et même n'aurait pas lieu. Ah oui, pour l'instant, le Grand Prix de France est tout à fait menacé car certaines écuries, et notamment donc Williams-Renault, sont astreintes à une amende de 30 millions de francs. Et donc, si les camions de Williams-Renault rentrent sur le territoire français, ils pourraient tout simplement être saisis, d'où l'impossibilité d'organiser dans ces conditions un Grand Prix de France. Alors, Ladislas Poniatowski et Jacques Toubon avaient présenté un amendement à l'Assemblée nationale qui aurait pu permettre une autorisation de retransmission télévisée malgré la présence de marques de tabac. Et celui-ci a été rejeté. Alors, on va faire le point avec Yves Géniès maintenant sur la situation des Grands Prix et du Grand Prix de France, entre autres. La Formule 1 vit actuellement des moments bizarres. À l'heure où un constructeur français, Renault, dispose de l'arme absolue et d'un pilote de renom aux commandes, la loi anti-tabac vient tout bouleverser et créer de gros problèmes pour ce sport considéré comme la catégorie reine en sport mécanique. Faute de moyens financiers, certaines écuries risquent de mettre la clé sous la porte. Et sans retransmission télé, c'est le monde à l'envers. C'est pourquoi Ladislas Poniatowski avait proposé un amendement en faveur d'un assouplissement de la loi E20, qui interdit purement et simplement la publicité pour le tabac. Résultat, deux camps se sont formés. D'un côté, les défenseurs du sport, avec le président Balestre, qui a lancé un appel au Premier ministre en faveur de cet amendement assouplissant la loi anti-tabac. De l'autre, Claude Évin, pour qui la lutte contre le tabac ne souffre d'aucune dérogation, même pour le sponsoring de la Formule 1. La nuit dernière s'est donc joué à l'Assemblée nationale le sort de la Formule 1 en France. Les députés ont rejeté à 319 contre 124 voix l'amendement proposé par Ladislas Poniatowski. Par contre, l'Assemblée a voté un article du gouvernement qui stipule que la retransmission des compétitions de sport mécanique qui se déroulent dans des pays où la publicité pour le tabac est autorisée peut être assurée par les chaînes de télévision jusqu'à ce qu'intervienne une réglementation européenne. Vous pourrez donc assister à la saison 93. Mais les Williams-Renault sont toujours poursuivis pour non-respect du jugement du tribunal de Quimper qui stipulait qu'elles ne devaient pas porter les couleurs de tabac en Australie. Bilan, les Williams-Renault sont interdites sur le sol français et le Grand Prix de Magny-Cours n'aurait pas lieu jusqu'à nouvel ordre. Celui de Monaco étant maintenu à condition que les écuries acheminent leur matériel par la mer. L'histoire ne dit pas comment. À la date d'aujourd'hui, le Grand Prix de France n'aura pas lieu en 1993 si la Fédération française avec le gouvernement ne trouve pas une solution. Si la publicité n'était pas là pour inciter les gens à fumer, je ne comprendrais pas que les marques de cigarettes mettent autant de millions, de dizaines de millions et de milliards dans la publicité si elles n'en avaient pas un bénéfice, si elles ne retiraient pas un intérêt. Donc si la publicité existe, c'est bien pour inciter les gens à fumer et notamment pour trouver de nouveaux fumeurs et particulièrement les jeunes. Dans la conjoncture économique difficile, on ne trouve pas de sponsor de substitution. Il ne faut pas me faire croire que parce qu'on va voir pendant quelques fractions de secondes des voitures de Formule 1 passer avec une marque de tabac tout autour, ça va soit augmenter, soit diminuer la consommation de tabac en France. Ça n'est pas sérieux. En fait, rien n'est réellement réglé. La solution serait peut-être de procéder comme en Allemagne, qui fut l'un des premiers pays à interdire aux Formule 1 de laisser apparaître les marques de cigarettes, mais autorise les courses et les retransmissions télé, à condition bien sûr que les voitures soient libres de publicité sur les tabacs. Cet amendement n'apporte pas la solution espérée, même s'il constitue un premier pas vers le sauvetage du Grand Prix de France et une ouverture concernant l'écurie Williams-Renault, toujours sous le coup d'une amende de 30 millions de francs. Les conséquences de la loi E20, ce sera bien sûr un coup terrible porté au sport mécanique français, avec les écoles de pilotage en partie parrainées par les cigarettiers, les circuits bien sûr, et surtout, les jeunes seront les plus touchés avec les formules de promotion, Formule Renault, Formule 3, Formule 3000. La Formule 1, quant à elle, rêve aujourd'hui d'une bouffée de fumée qui pourrait l'en blâmer.
Cette semaine, il y avait des essais de pneumatiques à Estoril et une écurie a créé la surprise en réussissant les meilleures performances juste derrière les Williams-Renault et devant les Benetton et les Ferrari. C'est l'écurie Sauber-Ilmor qui va sans doute devenir la bête noire des circuits. Jean-Louis Moncey. La première semaine d'essai de l'intersaison de Formule 1 s'est achevée ce matin à Estoril au Portugal. Les Williams-Renault, nous le verrons, ont été les plus rapides avec Damon Hill et Alain Prost, mais derrière les deux Williams, ce sont les Sauber à moteur V10 Ilmor qui se sont taillés la part du lion. Et oui, la surprise vient de là-bas, de l'autre côté du Jura, aux environs de Zurich, où se tiennent les installations de Peter Sauber. De Peter Sauber ou de Mercedes? Associés dans la conquête du championnat du monde des sports prototypes, Sauber et Mercedes ont recommencé une opération similaire en Formule 1. Dans un premier temps, Mercedes a participé au lancement du projet, mais dans un deuxième temps, le constructeur allemand a officiellement dit non au Grand Prix. Néanmoins, Peter Sauber reconnaît recevoir d'importants subsides et un soutien technique non négligeable de Daimler-Benz. Deux ingénieurs de grande valeur ont été recrutés pour concevoir le châssis, l'américain Steve Nichols et l'italien Luigi Mazzola, qui ont quitté Ferrari pratiquement le jour où Alain Prost a été remercié par la Scuderia. L'Autrichien Karl Wendlinger a effectué les premiers tours de roue de la voiture et à Estoril, il a été rejoint par son nouvel équipier, le Finlandais Gigi Letto. Nous avons de bons rapports avec pas mal de jeunes pilotes. En sport prototype, avec Mercedes, nous avons beaucoup travaillé avec Karl Wendlinger. Il était donc logique de choisir Wendlinger. Le choix d'un pilote comme Gigi Letto est plus circonstanciel. Nos ingénieurs, Steve Nichols et Luigi Mazzola, viennent de Ferrari où Letto était pilote d'essai. Ils ont pris l'habitude de travailler avec lui, ils m'en ont dit beaucoup de bien, et c'est dans ce contexte Ferrari que la décision s'est portée sur Letto. D'entrée de jeu, la Sauber a effectué des performances extrêmement prometteuses. Meilleur temps derrière les Williams-Renault, c'est mieux que flatteur, c'est formidable. Mais les autres équipes n'ont pas manqué de noter que le châssis Sauber, conçu en 92, n'avait pas forcément intégré toutes les données du règlement 93. Et puis, dotée de nombreux perfectionnements, la Sauber utilise entre autres une boîte de vitesse à sélection semi-automatique et à l'apparence, c'est son talon d'Achille. 2 ruptures de transmission par jour, c'est beaucoup trop. N'empêche, dès les prochains Grands Prix, il faudra compter avec la bête noire, même si pour l'instant, elle garde son secret. Alors Catherine, elle est très belle cette voiture, mais est-ce qu'elle va rester toute noire? Il n'y a pas de sponsor. C'est la grande inconnue, bien sûr, mais il faut savoir, il y a une petite anecdote. Il y a le championnat, ce qu'on appelle le championnat du monde de l'intersaison. C'est-à-dire que les petites écuries, entre guillemets, ou celles qui apparaissent sur les circuits, eh bien, essayent et tentent de faire des meilleurs temps, parfois avec des choses un peu factices, c'est-à-dire en n'intégrant pas, comme l'a dit Jean-Louis, eh bien, les dernières données, les derniers règlements. Donc, essayent de faire des temps pour impressionner d'éventuels parrains, d'éventuels sponsors et attirer un petit peu d'argent. Alors, vous qui êtes dans le secret des dieux, est-ce que Alain Prost a un coéquipier définitivement? Est-ce qu'on connaît son nom? On parle de beaucoup de monde. Vous avez des noms à nous donner? Alors j'en ai déjà que j'ai rayé. Oui, alors. Pas 13, il aurait pu revenir. C'est sûr. Hein, Mansell, il n'y en avait plus question. Senna, il n'y en a jamais été question. Alors, plus sérieusement, Häkkinen, Mika Häkkinen, jeune Finlandais, 24 ans, révélation de l'année. Il a débuté la Formule 1 l'année dernière chez Lotus. Cette année, une de ses meilleures performances, le Grand Prix de Hongrie, il termine 4e après être descendu jusqu'à 16e, 15e au classement. Donc, vraiment la révélation, puis surtout Mika Häkkinen, eh bien, son impresario, entre guillemets, c'est Keke Rosberg, donc ancien champion du monde, ami de Frank Williams, ça peut aider les choses. Deuxième pilote possible, on l'a toujours dit, pensé, Damon Hill, le fils de Graham Hill, champion du monde décédé, Damon Hill, qui procède aux essais Williams depuis maintenant près de 3 ans. Il a fait tous les essais de la suspension active, c'est lui qui a développé la suspension active, notamment avec Ricardo Patrese. Voilà pour les pilotes. Dans tous les cas, Alain Prost est confiant dans sa voiture pour le moment. En revanche, il se méfie non seulement de la concurrence, mais des nouveaux règlements. Nous voyons cela avec l'illustrissime Jean-Louis Monsetto. Alain Prost, Damon Hill et l'écurie Williams-Renault ont été les vedettes des essais d'Estoril.
Côté châssis, la Williams FW15 est désormais totalement aux normes 93 avec pneus, voies et ailerons réduits. Côté moteur, Renault Sport a testé en performance et en fiabilité plusieurs nouvelles solutions concernant l'équipage mobile, la distribution et l'admission du V10 RS4. Ces nouveautés entraîneront probablement l'appellation de Renault RS4B pour 93. Enfin, Williams a simulé des grands prix et si les mauvaises conditions météo ont souvent empêché Prost d'aller au bout, on a pu vérifier qu'au tiers d'un Grand Prix du Portugal fictif, il avait 34 secondes d'avance sur les temps comparés de Mansell, vainqueur du véritable Grand Prix en septembre. Mais Prost n'en part pas pour autant vainqueur en 93, la concurrence sera là et bien là. J'entends dire un petit peu partout là dans le paddock, les journalistes, que bon, Williams sera champion du monde et je serai champion du monde avec eux. Et elle est un peu vite en besogne parce que, bon, si les règlements étaient figés, si... vous savez, de regarder ce qui s'est passé cette année, dès qu'on a supprimé l'essence spéciale, c'était pas tellement la perte de puissance, puisque l'essence est toujours restée la meilleure, je pense, du peloton, mais il y a eu des inconvénients, notamment au niveau des vibrations moteurs, qui ont entraîné des casses de la pompe hydraulique. Donc la Formule 1 c'est ça, c'est une succession d'événements, d'enchaînements, donc on ne peut pas dire ce qui se passera au niveau fiabilité. Au niveau performance, bon, les règlements font que les pneus étroits, moins d'appui aérodynamique, ça change beaucoup de choses. Alors ça change en performance pure. Là en performance pure on a vu qu'on était, je pense, vraiment pas mal. Par contre en configuration course, c'est pas toujours évident. Et bien entendu on sait ce qu'on fait, on ne sait pas ce que les autres font. Je pense que Benetton est pas mal armé, mais Ferrari pourrait revenir très rapidement à un bon niveau. Et il ne faut pas oublier McLaren qui, avec la nouvelle réglementation, s'ils optent pour un V8, ça pourrait être un choix qui est quand même intéressant. Aucun doute, l'écurie Williams ne dormira pas sur ses lauriers. Prochain test, circuit Paul Ricard, 18 décembre. Alors, la concurrence pour Alain Prost, ce sera entre autres un trio composé de Patrese, Berger et peut-être Ayrton Senna. Catherine, vous avez eu la chance de pouvoir les rencontrer pendant leurs petites vacances entre le Grand Prix du Japon et le Grand Prix d'Australie. Alors, on va commencer par le vétéran, l'Itrebo Ricciardo. Ah, Ricciardo. Alors, le vétéran, effectivement, il a 38 ans. C'est le plus ancien, 240 Grands Prix disputés. Il a débuté... Pas très vieux, hein, 38 ans. Non, mais pour un pilote de Formule 1, oui, ça commence... Non, c'est très bien même, mais bon. Il a débuté donc en 77 chez Shadow. Il a fait depuis 4 écuries, Arrows, Brabham, Alfa Romeo et Williams, chez qui il a passé 5 ans. Donc Patrese aurait pu s'arrêter. Il a décidé de continuer, d'aller chez Benetton, une écurie à consonance italienne, où il est un Italien et il s'y sent bien, je pense. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'il espère. Riccardo Patrese, donc, qui garde quand même pour Williams une certaine nostalgie. Tout comme Nigel Mansell, Riccardo Patrese n'avait plus le choix. Après 5 années de bons et loyaux services, il était temps pour lui de quitter Williams. C'est désormais sous les couleurs de Benetton que l'on retrouve l'Italien, mais le souvenir de Williams est encore très présent. I think Williams this year was the best car of, without any doubt. I think Williams got these results working for 4 years. This is what I reckon. I mean, the active suspension is the main advantage we got this year against the opposition, and the program was developed by 4 years. And I know, living, that for any other team it's going to be very difficult to put together a package so competitive. But I will try with my new team, and I think for next year Williams is going to be again the car to beat, and probably the favorite one. From my point of view, it's true that I'm leaving Williams because I have a contract with Benetton, and of course I have to keep
my word with Benetton to stay with this team. I think there was some possibility some times ago because maybe Frank asked Benetton to release my contract or to find an agreement, but it looked like that Benetton likes me very much. And because of that, they really want me, and I think I will stay with them. Amertume de Patrese, désormais le vétéran qui n'aura finalement qu'une maigre récolte, 4 victoires depuis qu'il était chez Williams. Son travail a été sacrifié au profit de Mansell, à tel point que lorsque l'équipier modèle s'impose en qualification ou en course, c'est presque la surprise. Ironie de l'histoire, c'est lui et non pas Nigel Mansell qui vaincra Honda au Grand Prix du Japon, victoire attendue depuis toujours. L'unique succès de Patrese cette année. Dans le même temps, Mansell lui engrange 9 victoires. Cherchez l'erreur. In Williams, in these 2 years, there was a nice atmosphere. We worked very well together, and at the end, also some friendship came out between 2 drivers, and this is what happened in the last part of the season. I think I helped Nigel in last year when he was fighting for the championship against Senna, and this year we were fighting very strongly at the beginning of the season. I think he was stronger than myself because he won many more races than what I did. But he knows also that I'm a very loyal driver, and because of that, I think he recognized that our relationship must be very good and not having any problem in any moment. Patrese, qui tourne la page en grand seigneur, oublie que Mansell avait exigé le statut de premier pilote. Patrese qui oublie volontiers les désagréments de la Formule 1 grâce à sa famille et surtout à Suzy, son épouse. My life without Formula One is a very normal life with family, as you said, with 3 children and all the problems of a normal family. Also because now my son and my daughters, they are already in school, and of course I have to follow them also in this department. So for me it's good because the moment I go out of Formula One, I can have a really completely different conversation, completely different arguments to discuss, and it's like something that helps to relax me in a way. I don't have many dreams at the age of 38. I think the dreams that were when I was a boy now is very difficult to dream. What really gives me a lot of satisfaction is a good situation with my family. I think that Formula One is something important for me because it was my life for the last 17 years. But I prefer to say that there are more important things than Formula One. And of course, having a nice life with the persons I love is more important than Formula One. Voilà, un garçon qui sait nager. Jean Alesi, lui, va retrouver à ses côtés Gerhard Berger, qui retourne chez Ferrari. Et l'un de ses mérites, c'est lui qui le dit, c'est d'avoir supporté Ayrton Senna comme coéquipier. Ah oui, ça, il faut dire que Gerhard Berger a eu quelques moments, quelques passages assez difficiles. Il faut dire qu'il était un petit peu enfant gâté lorsqu'il était chez Ferrari déjà en 87. Il avait signé le renouveau de Ferrari avec 2 belles victoires, Japon, Australie en 87. Et puis surtout, il avait remporté le Grand Prix d'Italie sur une Ferrari en 88. Donc imaginez à quel point il était adulé là-bas. Puis après, il a décidé d'aller chez McLaren et de se frotter à Ayrton Senna. Mais là, c'était vraiment extrêmement difficile. La pression était très forte. Il a eu une année 90 désastreuse. 91, ça n'a pas été mieux. Senna lui a tout simplement cédé la dernière victoire, celle du Japon. Il lui a offerte, ce qui n'était pas vraiment un très joli geste finalement, en remerciement de ses bons et loyaux services. Et donc finalement, Gerhard Berger s'est libéré au moment où il a su qu'il retournait chez Ferrari. Il a remporté le Grand Prix d'Australie 92. Et puis, comme vous venez de le dire, eh bien, il était ravi finalement d'avoir supporté la pression de Senna. Voyons donc le résultat de votre rencontre avec Gerhard Berger.
facile, lorsque l'on est gâté dès la naissance, d'accepter de jouer les doublures. C'est pourtant ce que depuis 3 ans, Gerhard Berger accepte de faire, contraint et forcé. Après une ascension fulgurante, l'Autrichien décide de quitter Ferrari pour rejoindre McLaren et Senna. Mais l'ombre du Brésilien est trop épaisse. Attiré par une Scuderia où il sera à nouveau adulé, Berger retourne dans la prestigieuse écurie. One point of my decision was that I want to come back again to a situation what I always had before, that I was the guy what gets the priority, not somebody others. And it seems that in the top teams, doesn't matter, it's Williams, McLaren, Ferrari, it's nearly impossible to have 2 cars exactly the same, because the development goes so quickly that a lot of time are just for one car, spare parts are ready. And then you have to be the right person to have the right parts. Aucune victoire en 90, le Japon concédé par Senna en 91 en remerciement. 92 lui apporte le Canada et l'Australie. Au crédit de Berger, avoir supporté la pression de Senna. It's difficult to explain because it was one side was very good for me because I learned a lot. I learned a different way to work. Other side was very difficult for me because Ayrton is a driver what try to take everything for him, priority for everything. And of course the team stand a lot behind him because he wins 3 times the World Championship. He got a lot of pole positions. So you really have to be very patient and you really have to be very disciplined not to get in a different direction. So you have to look for yourself and to be patient, to understand how the thing works. But I cannot say it was easy. It was very difficult. Nul doute que Berger est soulagé. Son coéquipier, Jean Alesi, est aussi chien fou que lui, parfois aussi rapide, mais n'a aucune victoire à lui opposer. I don't have any experience yet with Jean because I never worked with him. I never had a lot of contact with him. I just watched him a little bit from outside. He seems to be quite a quick driver. He didn't have the right luck until now because when he joined Ferrari, it just went down, and so then he had Prost, and he had quite a difficult time. But what I can say from outside now, he seems to be a happy person, and that's I like because I worked already with frustrated person and with person what are all day long already thinking what somebody can do bad for them, and this is very difficult to work with persons like this. My dream is to get success, to get Ferrari back to, or to help, to be one part of it, what brings Ferrari back to a competitive team. I don't want to see a winning team. First to a competitive, because in the moment they're even not competitive. And then if we are competitive, then to try to move it again to win races. And if we can come next year to a step where we are competitive and maybe win 1 or 2 races, that would be great. À 33 ans, Berger, dont les activités commerciales auraient pu lui permettre d'arrêter la Formule 1 depuis longtemps, replonge dans ce système. Un système où les requins sont parfois plus dangereux que ceux que l'on rencontre en mer. I think we have to live with it. And if you look between Menzel, Senna, Prost, I mean, you can see it from different sides. Even myself, as I know all the details, or as I know a lot of details, if I think one day I say, oh, Prost is 100% right, because what he's doing is looking for what I explained before, for his team, that the team works 100% for him, for nobody others, and he wants to win the championship. On the other side, if I think about Ayrton, I think he's right, because he wants to have the best car.
he's a brilliant driver. So why he shouldn't fight for the best car? What's wrong? And if the best driver gonna win the championship, so it's nothing wrong if he chose to get up his prostate thing. And if you look on Nigel's side, you say, shit, Nigel win the championship. He did a fantastic job. Why he should gonna go away from Williams? Williams is way better than him. So I mean, just which side you are thinking, you always find reason, positive reason, negative reason. I'm quite happy that I'm not involved in it because it must be quite difficult. But now it seems to be everything settled. Menzel's in America, Prost have his place. Senna is still jumping around a little bit, but we will see what's happening. Dieu que c'est beau. Nous verrons donc comment Gerhard Berger s'entend avec Jean Alesi dans la Scuderia. Dans un instant, on va retrouver Ayrton Senna, qui lui aussi a passé une partie de ses vacances avec Catherine Pic. On se retrouve après cette page de pub. Puissant, précis. Le tournevis électrique de Black & Decker visse et dévisse toutes les vis, même rouillées, rapidement et sans effort. Tournevis électrique de Black & Decker, la force en main. Un jour ou l'autre, on regrette de ne pas avoir une Filmen. Automne 80. Un groupe bouleverse le rock français. Trust. Automne 92. La tournée Répression, enfin disponible. Trust. Tous les classiques, plus 3 inédits, avec Fun Radio. Cap Horn, présence d'un homme. Cap Horn, parfum de défi. Cap Horn, parfum d'émotion. Cap Horn, parfum de liberté. Cap Horn, pour homme. Cap Horn, quand soufflent les passions. Cap Horn, la nouvelle eau de toilette H pour homme. Si vous avez envie d'aventure, il vous suffit de rêver. L'Opel Frontera 4x4 fait le reste. Car l'Opel Frontera 4x4 ne connaît qu'une seule destination. Vous emmener là où vous rêviez d'aller. Opel Frontera 4x4, tous les jours l'évasion. Souvenez-vous, les Bee Gees, un groupe magique. Aujourd'hui, tous les tubes des Bee Gees sortent sur une nouvelle compilation. Toutes les chansons que vous aimez sont maintenant réunies sur un double album, Success Story. Success Story, la compilation des Bee Gees, maintenant. Le spot que vous allez suivre n'est pas particulièrement drôle, mais on n'a encore jamais demandé à une chaudière d'être drôle. À la longue, les chaudières s'encrassent, et parfois jusqu'à ce point. Avec Total Fuel premier, la chambre de combustion commence à se décrasser en quelques jours. Et la chaudière retrouve toute la propreté nécessaire à son bon fonctionnement en quelques semaines. Pour pouvoir contacter votre revendeur Total Fuel premier, appelez le 05 05 05 92. Total, vous ne nous choisirez plus par hasard. Bienvenue chez Maître Sega. Tu te prends pour Ayrton Senna? C'est parti. Alors, champion, tu ne sais pas rétrograder? Sega, c'est plus fort que toi. Voici un stick très efficace pour les lèvres desséchées et gercées.
Sa formule norvégienne unique soulage immédiatement. Neutrogena, c'est simple, c'est vrai. Anteus Borum. Qui combat la violence sans se laisser intimider? Perry Mason. Si vous étiez seulement complice, je vous donne 10 secondes pour foutre le camp. Qui est incorruptible quand il s'agit de rétablir la vérité? Toujours Perry Mason. Qui pouvait bien vouloir la mort de votre femme? Cet avocat obstiné n'a qu'un seul but, que justice soit faite. Et si jamais il est innocent? Perry Mason, chaque dimanche 15h15 sur TF1. Voilà, nous sommes de retour à l'antenne. Ayrton Senna a lui aussi, pour lui aussi, on se pose pas mal de questions. D'abord, va-t-il continuer à courir en Formule 1? On parle même d'un départ pour la Formule Indy. Il irait retrouver Nigel Mansell. Alors, qu'en est-il, Catherine Pic? Écoutez, je vais vous faire extrêmement plaisir. Je l'ai eu au téléphone il y a moins d'1 heure. Non. Oui, si. Lui-même? Lui-même, himself. Il a même répondu tout seul au téléphone, vous voyez. Oui. Non, il est dans sa maison de campagne, au bord de la mer, en fait, au sud de Rio. Ayrton Senna se pose des questions. Il m'a tout simplement répondu, il ne s'est pas mouillé non plus, il a tout simplement répondu en ce qui concernait la Formule Indy, la Formule 1 ou même son année sabbatique. Il m'a dit tout est possible. Bon, ce qui prouve qu'il vous fait une confiance totale. Voilà, exactement. Il s'est dit, de toute façon, mon interview passe ce soir, elle va parler de moi en plateau, donc je ne vais pas lui donner d'informations. Très bien. Eh bien, nous allons maintenant retrouver pour un petit quart d'heure, oui. Ayrton Senna. Ayrton Senna un petit peu intime, Ayrton Senna en train de parler de ces moments parfois difficiles. C'est quelqu'un qui s'astreint à une grande discipline de vie, qui s'est totalement investi dans la Formule 1 depuis, c'est vraiment une passion, c'est vraiment sa profession, il le dit. Donc on va le voir comment il a pu avoir des moments difficiles, notamment lorsqu'il a remporté son Grand Prix chez lui à Sao Paulo en 91. Nous allons donc dans l'intimité du triple champion du monde de Formule 1, Ayrton Senna, en compagnie de Catherine Pic. Des vacances ou presque, une allure de pré-retraite pour un Senna qui s'interroge, continuer ou non. Des vacances où il aime consommer une pseudo-rupture avec le milieu de la Formule 1. The difference between us and many other sportsmen or other professionals is that we only deal with the danger very closely, continuously. But other than that, many other athletes go through pain when they do their profession. Many other athletes have got to have an incredible number of rules to their physical and mental strength and equilibrium, just as we all do. Therefore, it's good that we can feel just as we are all the same, in a natural way. Not like programming. Tomorrow I'm going to wake up 8 o'clock, I'm going to do this and that and that. No, just let it happen. Même s'il se laisse vivre, véritable marathonien, Senna chaque jour s'astreint à son exercice favori, une vingtaine de kilomètres, le plus vite possible.
think I have a very strong body. I have a very healthy physical condition. And given that I am fortunate enough to be in such a condition, in order that I can be successful doing what I'm doing, I gotta have a strong mind. So my mind can dictate my body and motivate my body to do what it has to be done and not what my body wants to do. So it's a training process, a learning process and a training process at the same time. It's a challenge. Pourtant, à Sao Paulo et même à Imola, votre corps s'est dérobé. Yeah, I think we all, not only myself, most racing drivers, when go through stress and high demands of physical effort, concentration, tension, you just sometimes overdo it. Au-delà, Senna ira donc par 2 fois, pratiquement évanoui cette année à l'arrivée du Grand Prix de San Martin. Sur ces images de la télévision italienne, on le voit blême. Les esprits chagrins diront même qu'il fut victime d'une crise cardiaque. Et puis, en 91, cette victoire à l'arraché. Pour la première fois de l'histoire, le Brésilien est en passe de remporter son Grand Prix devant son public à Sao Paulo. Dans sa boîte de vitesse, il ne reste plus que la seconde et la 6e. Tétanisé pour contenir Patrese qui revient sur lui, écoutez-le hurler de douleur et de joie dans son cockpit au moment du drapeau à damier. I believe in what I was doing. I wanted so much, and I commit myself to it. And until I didn't get to the checker flag, I didn't give up. No matter what circumstance I was finding myself during the race, what difficulties I had to overcome, my target was clear in my mind, and as long as I had any energy left, I was concentrating on it. Vous n'aviez pas de limite à ce moment-là. I don't know what's the limit in this moment, because what you think is the limit, you suddenly find out it isn't anymore, and therefore you go into it again and you think you find another limit, and then it only takes another challenge or another situation to shows you that that isn't the case again. It's a way of discovering how strong you can be at any circumstance, as long as you really believe on what you're doing and you really want it to achieve. Senna l'insensible ne l'est plus lorsqu'il s'agit de son pays. Hissant fièrement le drapeau brésilien à chacune de ses victoires, Senna est parfois triste lorsqu'il revient dans sa ville natale. Sao Paulo, mégapole de 15 millions d'habitants, est le reflet d'un avenir plutôt gris. Brazil is an incredible country with tremendous potential. I think most of the world recognize that. But what we miss so much is organization. We miss so much planning, serious planning, and some logic behind our thinking, in particular behind the leaders, the government, the politicians. And what happened with our last president was just a shame, that somehow things didn't turn out as they should. And I think we all lost a lot. The whole of Brazil lost a lot with that. And now it's a transition again, process that we're going through. And in the meantime, most of the people are paying very high price for that.
Et puis, il y a Dieu et ce chemin que Senna s'est tracé pour arriver à lui. Un chemin qui passe par une foi indestructible. Lorsqu'il doute, Senna parle à Dieu comme à lui-même et parfois, c'est sur la grille de départ d'un Grand Prix que cela se passe. I try always to have a good balance between what you see and what you can touch and what theoretically you cannot see or you cannot touch, but is there. You know, and it's very strong. And it's really a question of you believing in it and having faith. Senna qui croit en Dieu, Senna solitaire, totalement dévoué et investi dans son travail, au point de ne pas se remarier. I think for any woman it's very hard task to follow a racing driver lifestyle because we are all the time moving between hotels, airports, restaurants, living from bags, suitcases, and this is not the best lifestyle you can have, particularly for a woman that is following her boyfriend or her husband. We have a profession which we enjoy, we do it, so we get attracted to it, and it fulfills us a lot. For the women, it's a lot harder. But from time to time, you know, I have my girlfriend with me, not often when I'm working, but from time to time we share some moments together. And I'm not concerned when I'm going to get married again. I think I have to just to take life as it comes, and I have plenty of time. And the important thing is that I do it right this time. Enfin, il y a la vie de Senna, celle des circuits, d'un travail acharné et d'une collection de 31 victoires qu'il commence en 85 au Portugal. De ses débuts chez Lotus Renault, il garde une tendresse. Et de son travail chez McLaren avec les Japonais, c'est une véritable passion. Well, I had with Renault the first real opportunity to win Grand Prix or to be on pole positions, to compete in a competitive equipment. At that stage, we raced for 2 years, 85, 86, and we developed a lot, the turbo engine then. At that stage, I don't think neither Lotus or Renault themselves realized the level of commitment that the Japanese were coming with and prepared to put into Formula One. And I think only after then, not only Renault and Lotus, but Formula One basically realized if you wanted to achieve a world championship from there on, the effort you had to put in, the commitment, had to be totally different. From the moment I started working with Honda, I realized they were into it up to their necks, with no compromise whatsoever, no politics, no limits in any way. They were in it to win at any cost. I was there to win too. I was there prepared to give all the effort necessary within my own limitations, of course, but give everything I had to be part of it. And it worked. It worked very well. La Formule 1 peut-elle se passer d'un Senna triple champion du monde toujours aussi motivé? Et Senna, lui, quel nouveau challenge s'il devait abandonner la Formule 1?
Well, one day it will happen. I don't know exactly when it's going to happen. Voilà, en espérant que nous retrouverons Ayrton Senna sur les circuits de Formule 1 dès le début de la saison. Pour terminer cette page de F1, il y a une nouvelle donne dans le monde de la compétition automobile. C'est le départ de Ligier qui a cédé son écurie à Cyril Derouvre. Alors, qu'est-ce qui a changé du côté de Manicourt? C'est ce que nous allons voir maintenant avec Christian Van Rijswijk. Cher Guy, nous sommes très fiers de vous avoir eu comme patron. Vous resterez dans nos cœurs et nous continuerons à donner le meilleur de nous-mêmes pour Ligier. Une chose est sûre, avec le départ de Guy, la maison va tout d'un coup sembler bien calme. Un personnage d'une telle envergure ne part pas sans laisser un grand vide. La présence de Guy, c'est quelque chose d'indescriptible. On connaît tous, vous le connaissez bien. Jamais on peut laisser d'aucune façon les gens indifférents. C'est tout un monde, c'est un personnage tellement spécial, Guy Ligier, que jamais les gens ne puissent... Je pense que si vous questionnez les gens dans l'atelier, ils ne réalisent certainement pas aujourd'hui que Guy n'est plus le patron, comme on le disait partout. Et c'est vrai qu'il va se passer beaucoup de temps avant que les gens se fassent à cette idée-là. Il fait partie de la vieille garde. Jean Châtenay a à son actif 17 ans de bons et loyaux services. Les mauvais moments s'oublient, les bons restent bien présents. Les meilleures années ont été les années de Jacques Lafitte, Patrick Depailler, l'époque de la JS11, JS15, Didier Pironi. Là, c'était le succès, c'était fantastique. L'éventuel rachat de l'équipe par Prost et puis tout ce qui s'est passé, comment ça a été vécu au sein de l'entreprise? Ça a été facile, difficile? On a été un petit peu touché dans la mesure où tout le monde a, je pense, a mis un petit coup de collier en plus. Tout le monde était content de voir arriver Alain. Ça s'est pas fait, je pense que c'est un peu dommage. Cyril Derouvre, le successeur de Guy Ligier, a connu autant de réussite dans le sucre que dans la production de films et dans l'aviation. La F1, c'est une de ses passions. Avec AGS, il avait attrapé le virus. AGS, vous savez ce que c'était? C'était une toute petite équipe avec très peu de moyens, avec très peu de possibilités. Et je me suis rendu compte, au bout d'un an et demi, que ça servait à rien de continuer. Que c'était voué à l'échec de toute façon, parce que la manière dont on pouvait travailler était incompatible avec le monde de la Formule 1 d'aujourd'hui. Avant-hier, le nouveau président faisait connaissance avec l'entreprise. Pour lui, le plus important, c'est de rapidement prendre les décisions qui figeront la définition technique de la Ligier 93 avec, si possible, un partenariat technique de Williams. Je suis persuadé aujourd'hui que la survie et la grandeur de la Formule 1 ne peut passer que par des accords technologiques. C'est absolument indispensable. Les sommes en jeu sont à mon avis beaucoup trop importantes pour qu'elles ne servent qu'à une seule personne ou qu'à une seule entreprise. J'espère qu'on puisse obtenir une collaboration quelconque avec ces gens-là, parce qu'ils sont champions du monde, donc ça veut dire qu'ils sont très forts et qu'ils ont le meilleur de la technologie actuelle en Formule 1, et nous avons beaucoup à apprendre de ces gens-là. L'OPA McLaren sur Ligier a ici fait perdre beaucoup de temps. Pendant 2 mois, la machine s'était presque arrêtée. Aujourd'hui, la priorité, c'est la nouvelle monoplace. Le choix des pilotes, dont au moins un des deux sera français, c'est pour après. Quoi qu'il arrive, il faudra à tout prix éviter une fratricide rivalité, comme celle qui les a opposés cette année, scindant en deux l'équipe avec d'un côté l'écurie Ligier-Comas et de l'autre le team Ligier-Boutsen. Voilà, le premier rendez-vous de F1 sur TF1, ce sera bien entendu Kyalami pour le Grand Prix d'Afrique du Sud, puisque vous allez une nouvelle fois pouvoir suivre tous les Grands Prix de Formule 1 en direct sur TF1. On parlera bien entendu Formule 1 dans Automoto très régulièrement, ça c'est certain. Un livre que je vous recommande, Alain Prost, c'est signé Lionel Froissart. Alain Prost, triple champion du monde de Formule 1.